Latif Lawan, bienvenue dans Graffiti. Pour ce présent numéro, il sera largement question de poésie et de peinture. Pour cela, j'ai l'honneur et le grand plaisir de recevoir le poète Gérard Noiret et le peintre Jean-Louis Gerbeau. Gérard Noiret, bienvenue à Berbère Télévision. Eh bien, merci. Je vous en prie. Jean-Louis Gerbeau, bienvenue aussi dans le Graffiti, bienvenue à Berbère Télévision. Merci de votre invitation. Je vous en prie. Et je commence avec Gérard Noiret. Vous avez publié beaucoup de poésie et un livre intitulé Pris dans les choses. C'est paru chez Obsidian. Alors, c'est prise dans les choses, c'est quoi exactement ? En fait, il y a une petite clé au titre. C'est parce Oui. qu'un poète que j'aime beaucoup, mais avec qui j'ai de profonds désaccords, qui s'appelle Francis Ponge, Oui. a écrit un livre qui a un peu révolutionné la poésie, qui s'appelle « Le parti pris des choses », mais qui disait que les poètes sont toujours malhabiles face à la condition humaine et que pour se réhabituer, ils doivent modestement en repartir à la description des galets, des crevettes. Et moi, je ne crois pas, parce que je pense qu'il n'y a pas de liaison possible entre la matière et la pensée humaine. Et donc, j'ai fait exprès de faire et ce clin d'œil et cet espace de dégagement pour dire qu'il n'y a pas d'autre solution pour écrire, si on veut parler de la condition humaine, de se pencher sur les aléas de la vie des gens du commun des mortels. D'accord, c'est ce que vous dites à travers vos poèmes. Vous intitulez le livre 1985-2002. C'est des poèmes que vous avez écrits durant cette période. Voilà, c'est ça. En fait, mon travail, il est double. Il y a une suite de 11 livres, mais là, c'est un peu savant. Les livres se suivent selon des règles très précises. Donc, le premier, c'est Chatila. Mais c'est comme quelque chose, c'est comme un marathon dans ma vie. D'accord. Ça a été commencé en 1984 et aujourd'hui, c'est pas terminé. Donc j'en parle peu parce que c'est comme au milieu d'un marathon, s'arrêter et dire oh, « je suis content de mon 21e kilomètre ». Oui, mais il t'en reste 21, Coco, pour terminer. Tandis que les autres livres, ce sont mes réactions au cours des années, quoi. Et comme j'aime beaucoup le théâtre et que je pratique beaucoup la scène, le livre dont vous parlez recueille un travail comme ça dans toutes les villes de France. Vous m'avez dit tout à l'heure, c'est le recueil que vous prenez et que vous lisez dans des rencontres, c'est ça? Voilà, moi je participe à beaucoup de rencontres. Je suis quand même ce qu'on appelle un homme de terrain, quoi. J'ai été longtemps animateur, je suis assez préoccupé par toutes ces données, le rapport entre les gens et la lecture. Je prends beaucoup de temps dans ma vie pour essayer de résoudre ces problèmes. Et dans les propositions de résolution, il y a la lecture publique avec ces textes. Et la poésie elle-même, elle vous est venue comment? Les premiers temps? En fait, c'est toujours pareil, c'est un peu difficile à un moment donné, il y a plusieurs types de réponses, de psychanalyse, mais moi, ça m'est venu parce que, bizarrement, j'ai été élevé très petit, dans un milieu qui avait le contraire des idées de ma famille. Oui. J'ai été élevé loin de chez mes parents, chez des gens qui, allez, on va dire le mot, même si ça ne veut pas dire grand-chose, de droite, très catholique, tout ça. Mes parents, c'était le milieu ouvrier, Beson, c'était pas du tout la même chose. Donc j'ai d'abord été élevé dans un milieu comme ça, très lettré, et puis après je suis retourné chez mes parents. Et là, pour moi, c'était un peu comme une catastrophe, parce que mon horizon culturel s'effondrait. Il n'y avait pas de livres chez moi. Oui. Je quittais une maison où il y avait des milliers de livres, et j'arrivais dans une maison où il n'y avait pas un seul livre. Et je pense que la poésie a été, d'une certaine manière, une réponse. Une réaction à ce désert, et qui va avec. J'ai eu la chance de vivre mon adolescence au moment où il y avait la décentralisation culturelle. Donc les gens de Montreuil ou d'Argenteuil ou de Beson, il y avait vraiment des forces politiques qui se donnaient pour but de les éduquer et, on va dire, redoublant dans les collèges, on allait au TNP et on allait dans les bibliothèques. C'est tout un programme, on va y revenir. Je donne la parole maintenant à monsieur Jean-Louis Gerbeau. Et donc, vous êtes peintre, vous n'êtes pas très loin de la poésie. Et votre peinture alors?
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce De ma propos? peinture. Oui, Tout à l'heure, là, hors antenne, je vous ai dit que la question de l'espace était cruciale. Hein, oui, et c'est vrai que si je me souviens bien, aux Beaux-Arts, dans les années oh là là, 60, 64, 5, 66, oui, je me faisais remarquer auprès des amis peintres qui m'entouraient dans l'atelier Briançon, parce que je voulais absolument savoir comment ça fonctionnait. Une peinture, c'était mon mot à l'époque. oui. Et tout en sachant qu'à mon avis, il y avait quelques données qui étaient cruciales et incontournables, comme on dit, et qui Oui. étaient l'espace, la lumière et le temps. C'est un peu la problématique de tous les peintres en général, ou bien non? Alors, à l'époque, on n'allait pas tarder à entendre beaucoup parler de la mort de la peinture et d'une mort de la peinture qui passait par le déni du pouvoir de la couleur, de travailler l'espace, la lumière, et donc c'était pas tout à fait ça. Il était question de sortir d'un comportement entendu et académique pour essayer de créer une ouverture, mais qui ne renonce pas au pictural. D'accord. Et quel rapport peut avoir aujourd'hui votre peinture avec la poésie en général, et peut-être même avec la poésie de Gérard Noiret, Alors, qui est votre ami, bien qui est sûr. mon ami, je m'en flatte. C'est très bien, bien sûr. Écoutez, plus et mieux je fréquente la poésie, celle de Gérard comme celle de quelques autres poètes, et plus la question se creuse. Hein, Oui, mais en même temps, ça veut dire que peut-être que par rapport à ce qu'on a tellement besoin de saisir, de tenir et de contrôler, il y a le fait d'accepter que ce soit beaucoup plus, fuyant et présent à la fois. Hein, est-ce que par exemple un poème peut vous inspirer une toile? Alors, il y a une telle défiance chez moi du littéraire en peinture Oui, que, évidemment, je crois que j'ai jamais eu les coudées assez franches. Je suis quelqu'un qui travaille vraiment avec plutôt une sorte d'acharnement qui montre que j'ai pas beaucoup de latitude par rapport aux questions qui me semblent cruciales, comme je le disais tout à d'accord. l'heure. Mais Mallarmé est quelqu'un qui m'a énormément apporté. Hein, voilà, quand il y a une époque où, bien sûr, il y a des tiraillements dans la démarche entre une dimension conceptuelle qui peut épargner certaines épreuves, je dirais, au niveau de la pensée, et puis au contraire un retour, vouloir se livrer à corps et âme à une sensibilité exacerbée. Et quand Mallarmé dit, pour moi, que tout poète se doit à une explication orphique de la Terre, tout à coup, il y a quelque chose qui est lumineux, mais vous vous doutez bien que ça ne me livre aucune formule. Ça c'est clair, oui. Mais c'est somptueux. Oui. Voilà. Gérard Noiret, dans vos livres, il y a souvent des hommages à des personnes et aussi à des poètes. Hein. Vous saluez par exemple Henri Michaud. Qu'est-ce que ça vous dit, hein, l'œuvre d'Henri Michaud? Ce poète atypique, puis-je dire ainsi? Oui, moi ce que j'aime dans la poésie, c'est une manière d'être libre avec le langage, alors que le langage a des forces, il vous contraint, et une liberté par rapport à l'histoire de la littérature. Hein, par exemple, c'est terrible de voir qu'un peu partout en France, mais ailleurs, les gens pensent que la poésie, c'est les rimes. C'est une petite partie de l'histoire de la littérature française et mondiale. Et donc, moi, j'ai rien contre, mais il y a une tendance chez moi à essayer de voir ailleurs. Ce qui a été fait a été bien fait. Bon. Et je trouve Michaud est l'un des gens, l'un des écrivains qui nous exhorte le plus à avoir cet esprit de curiosité, de ne pas répéter ce qu'on a dit. Il y a une phrase de lui que je cite approximativement, mais alors que c'est un homme savant, que c'est un homme qui a toujours écrit. Bon, Qui a beaucoup voyagé aussi. Qui a beaucoup voyagé. Il dit « Le simple fait de m'asseoir à ma table en sachant que je dois écrire un poème
suffit à gâcher le poème. C'est-à-dire, ce qu'il veut dire, c'est qu'il faut que le langage vienne sans intention trop C'est une belle artistique. démarche, n'est-ce pas? Oui, oui. Le salut que je lui fais dans mon livre, c'est pour ça. C'est-à-dire cette manière, cette exhortation à avoir toujours en soi la volonté d'aller plus loin. Et lui-même est parti très loin, hein. Il a même tenté des expériences, n'est-ce pas? Avec, Alors, c'est une génération bien différente de la mienne, parce que par exemple, tout le monde sait que Michaud a touché à la drogue, mais ce n'était Voilà. pas du tout dans l'esprit américain de Ginsberg ou Kerouac. C'est pas parce que la drogue va vous apporter un plus. Non. Ce qu'il veut savoir, c'est comment fonctionne le cerveau et jusqu'où va la pensée. Et donc, pour essayer, il a presque une démarche clinique. Et la drogue, les drogues, qu'il prend d'une manière contrôlée, etc., c'est pour voir jusqu'où va son esprit. Et ce n'est pas la seule dimension, il va chercher à savoir jusqu'où va la calligraphie, à partir de quel moment elle devient dessin. Hein, c'est quelqu'un qui a toujours été et proche. effectivement, il a beaucoup dessiné aussi. Oui, c'est quelqu'un qui a été toujours proche de ses limites. Hein, il y a un titre qui dit presque ça. Et donc moi, il y a d'autres choses qui m'intéressent, d'autres courants d'écriture, mais je pense que dans mon histoire, dans la manière dont s'est constituée ma définition de la poésie, Michaud joue un rôle important, comme André Fresneau ou comme quelques autres. Lesquels, par exemple? On va y revenir, mais vous pouvez nous dire, hein, Alors, René Char, par exemple? Alors, j'ai beaucoup d'admiration pour René Char, mais c'est tellement un homme qui approche ce qu'on appelle le donné. J'ai un ami qui s'appelle André Velter, qui était un ami de Char, et il me disait, c'était très curieux, on mangeait ensemble, il me disait, passe-moi le sel, hein, tout était avec la même voix, et d'un seul coup, il se congestionnait, et il sortait des phrases, tout le monde regardait un petit peu, et hop, il reprenait. Et en fait, c'est un peu ces temps de congestion, ces espèces de formules-là de Char, qui vont rester comme clé de sa poésie. Alors moi, je l'admire, mais j'ai pas vécu ça, quoi. Et donc, ça ne peut pas m'apporter directement. C'est pas comme l'exigence de Michaud, c'est comme quelque chose qui arrive dans l'individualité, dans le sujet d'écriture. Ça n'est pas exportable, quoi. On peut l'admirer, mais du coup, c'est pas comme la démarche d'un poète un peu philosophe comme André Fresneau, qui là va m'apporter, va me conseiller. D'ailleurs, j'ai beaucoup connu le personnage. Donc, il y a comme je ne vais pas dire une sagesse, mais il y a une espèce d'héritage qu'il faut mériter Oui. et qui peut vous apporter quelque chose. Char, c'est un monde à part. D'accord. Et vous, Jean-Louis Gerbaud, quels sont les peintres alors qui vous apportent peut-être cette inspiration? Oui, beaucoup. On peut parler vraiment de peintres qui inspirent, c'est-à-dire qui stimulent le travail. Hein. Oui. Alors, il y a eu une période où, évidemment, quelques peintres très radicaux de la deuxième moitié des années 50, disons, aux États-Unis, hein, tous les Pollock, comment dire, je ne vais pas trouver les noms, enfin bref, ce qu'on a appelé voilà, ce qu'on a appelé l'expressionnisme abstrait. Oui. Et c'est vrai que ces temps derniers, je creuse les raisons qui n'en finissent pas de me montrer l'œuvre d'Antaille comme vraiment exemplaire par rapport à un certain type de questionnement, et qui justement ferait apparaître le pictural là où il n'était jamais apparu, et surtout comment dire, susceptible de déceler un monde qui n'existe pas sans lui, quoi. Vous faites des peintures, mais il y a des peintures qui vous parlent. Une peinture qui vous parle tout de suite, ça serait laquelle? Bon, écoutez, alors voilà. Comment et pourquoi? Bon. Ce qu'il y a d'intéressant en ce moment pour moi, c'est que je suis vraiment redevenu très familier du Louvre, j'y vais très souvent. Oui. Et j'aime par-dessus tout comprendre comment, par exemple, le souci chez Antaille ou chez Cézanne de travailler l'unité, de comprendre l'ensemble de ce que c'est
qu'un fait pictural, hein, bien sûr que quand je suis devant le massacre de Ciaude de la Croix, j'en finis pas, si vous voulez, d'établir c'est pas des ponts, c'est comment dire, de comprendre que, par exemple, peut-être une des plus grandes joies que m'apporte la visite des peintures du Louvre, c'est de comprendre à quel point la peinture du présent, la peinture présente, si on la connaît bien, est susceptible d'éclairer la peinture du passé et vice-versa. Voilà. C'est clair. Et une peinture, par exemple, du Norvégien Edvard Munch, est-ce qu'elle peut vous inciter à faire quelque chose, à dessiner ou à sculpter, parce que vous êtes sculpteur aussi? Oui, alors Edvard Munch, il fait partie pour moi de ces peintres qui auraient, je dis bien, alors ce n'est que mon avis, hein, voilà, mais qui auraient cette sorte d'excès expressionniste au détriment d'une forme de pictural. Mais attendez, c'est un homme admirable qui a payé ce qu'il a payé quand on crée une œuvre comme la sienne. Et je ne me suis pas rapproché plus que ça d'Edvard Munch. Vous savez, je suis plutôt... mes peintres, ce serait plutôt Enguerrand en carton, la Pietà d'Avignon, mais surtout des gens comme Nicolas Poussin, Chardin... dans lesquels il y a une mesure, mais alors le propos picturalement est tellement resserré, il n'y a aucun trou dans la trame. C'est bien dit. Je reviens à Gérard Noiret. Donc, alors, dans votre poésie, est-ce qu'il y a des thèmes qui sont récurrents? Est-ce qu'il y a des thèmes qui traversent toute votre œuvre? Thèmes, je ne sais pas. Les gens qui me lisent, les quelques personnes qui me lisent, j'ai été assez facilement mis comme poète de la banlieue. Oui. Et dans le même temps, ça ne m'a pas toujours fait plaisir, mais voilà, oui. Il m'est arrivé ça. Ceci dit, je ne le renie pas. Mais aux gens qui voient ça et qui le voient d'autant plus que la plupart des poètes, ce sont des savants, des universitaires avec doctorat et tout ça. Moi, je suis... Il y a un poète qui disait en riant, je suis bac plus 50, et je lui ai répondu, moi, je suis bac moins 4. Donc il y a ça, et le fait de pouvoir lire et écrire a été un combat, et je ne l'ai pas mené tout seul, je l'ai mené encore une fois, parce que moi qui avais 2 ans de retard, en fait des gens comme Jean-Pierre Faye acceptaient de nous recevoir, qu'après un spectacle de Vitesse, on pouvait rester, il restait. Ouais. Oui. Je suis né non pas dans les universités, dans l'école, mais je suis né dans les bibliothèques, dans les réunions publiques, partout où des mondes pouvaient aller. Et peut-être que c'est ici le vrai terrain de la poésie, hein, c'est sur ces territoires. En tout cas, c'est le mien. Il y a beaucoup d'universitaires qui n'arrivent pas à écrire, hein, pas seulement et ça n'empêche pas l'exigence. Voilà, moi je sais que voilà, c'est un autre parcours. J'ai maintenant fréquenté tout ce qu'il fallait dans les journaux, dans tout ça. Bon, je connais mes limites, mais cette banlieue, pour moi, c'est pas un paysage, c'est ça. C'est-à-dire cette volonté de transformer le monde, cette volonté de vouloir une autre vie. Je raconte souvent cette histoire, mais j'avais montré à 15-16 ans des mauvais poèmes au bibliothécaire de ma ville. Oui. Et il avait commencé à me lire, et il disait jamais bien ou mal, il me mettait des livres en face. Et un jour, il m'a mis Platon, et je lui ai dit « Oh, mais moi, je ne suis pas de ce milieu-là ». Il m'a dit « Écoute, moi, je ne suis pas un intellectuel au rabais. Ce livre-là, ce n'est pas du Platon au rabais. Alors, soit on continue, soit tu vas jouer au foot. » Voilà. Et l'exigence en milieu ouvrier qui est la mienne, c'est ces gens qui, par rapport au monde qui n'allait pas spécialement à l'école, leur disaient « Ça ne va pas être simple, il faut que tu rattrapes, il faut que tu apprennes. » Mais rien ne t'est fermé. Et c'est pour ça que je dis qu'au niveau, thématique, on retrouve des paysages de banlieue. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que pour moi, la banlieue est un bouillon de culture intellectuelle. C'est là où les langues se font, se défont, etc. Il y a toute une vie hein, dans cette banlieue et dans tous vos livres. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que thème, oui, mais comme on m'a mis souvent, dès qu'il y avait une anthologie, poète de la banlieue, j'y étais. Et ça m'a permis d'exister comme poète. Donc je ne vais pas cracher dessus. Après, la poésie dépasse toujours les frontières, quelles qu'elles soient. Après, j'espère que j'ai été meilleur que simplement l'expression de thème, parce qu'il
ils m'ont pas vraiment préoccupé. Moi, ce qui m'a préoccupé, c'est, je vous dis, des gens comme Michaud, comme Fresneau, comme Aragon, et puis dans le monde entier, comme Khattab Yassine, Oui. donc c'est participer de cet effort-là. Et après, bah oui, si je regarde, il doit y avoir des trucs qui ressemblent à des thèmes, mais ça n'a pas été mon problème. Et vous avez publié un poème intitulé Chatila aux éditions Actes Sud. Alors, c'est quoi ce long poème? C'est vrai, c'est un seul poème, même Oui, si c'est un seul il y a poème. plusieurs textes? En fait, c'est comme un grand poème dramatique. Et on va dire, dans le courant dans lequel j'écris, il y a bien sûr tous les gens qui ont voulu protester contre les massacres, etc. À ces gens que je peux respecter, j'ai beaucoup de choses à dire. C'est que c'est jamais eux qui sont morts et ils ont toujours fait des beaux livres, des beaux face à ça. Que d'autre part, quand on est dans le concret d'un massacre et autres, on ne voit pas du tout la même chose que quand on en parle. Hein. Et donc, le courant dont je parle, c'est ce qui a donné Guernica. Ça a donné des choses. Oui. Mais moi, je pensais que quand j'ai pris connaissance des massacres de Sabra et Shatila, je n'y étais pas allé. Et ce qui m'a frappé, c'est que j'aurais pu faire un poème dénonçant les assassins, mais j'y étais pas. Et j'aurais pu me servir que de matériaux de seconde main. Par contre, ce que j'ai ressenti profondément, c'est une empathie. Et ce que j'ai ressenti aussi, c'est comment mon pays, qui passait pour le pays des droits de l'homme, avait été tristement silencieux sur cet événement. Ça ne comptait pas. Donc mon texte s'appelle Shatila sous forme de c'est comme une provocation. Oui. En fait, la description des massacres, elle est tirée d'un autre livre, de quelqu'un allant sur place. Mais il y a quoi? Il y a l'espace de 20 phrases sur 60 pages. Par contre, le fait que j'annonce Shatila et que ça soit relayé, mais pas, fait que c'est plus présent que si j'avais menti en protestant pour les victimes. Mon rôle, c'est de donner la force aux fils ou aux filles des victimes pour parler, et comme journaliste, de faire attention à leurs livres, c'est pas d'écrire à leur place. Et à un moment, vous citez même l'OAS. C'est une plongée dans l'histoire? C'est parce que quand j'étais gamin, j'ai été confronté 2-3 fois physiquement avec des gens de l'OAS. J'ai habité Aix-en-Provence et un matin, sur le parcours de l'école, il y avait des mitrailleuses lourdes pour, dit-on, nous protéger. Bon, c'était les risques d'attentat, donc j'étais bien gamin. Et puis, 2 ans après, la poste de ma ville a été plastiquée par l'OAS. Donc, en fait... C'était où? C'était quelle ville, alors? C'était Houille-Carrière, D'accord. près de Besançon. Mais dans les deux cas, ça m'a poussé l'imaginaire et du coup, l'OAS, en fait, c'est resté inscrit. Voilà. Encore une fois, dans mon livre, j'ai cherché quand même des éléments où la sensibilité peut aller avec le sens. C'est pas simplement quelque chose de dit, sorti, parce que je sais que dans les livres, ça a existé. C'est parce que, même si après je fantasme, j'invente, il y a eu 2-3 points de croisement. D'accord, on fait juste une petite pause et on revient au débat.